Dans cet exercice, un CCP majeur de 2018, on s'intéresse à un système différentiel, le système x' égale sx, de façon assez théorique. Donc ce sera l'occasion de revoir un certain nombre de choses sur les fonctions à valeur vectorielle au travers de cet exercice. Donc on pose S qui est cette matrice-là. Donc on considère M3 de R avec le polyscalaire canonique. Donc il y a en matrice colonne XY associée la transposée du X fois Y. Et on cherche dans le premier temps les valeurs propres de S. Donc pour chercher les valeurs propres de S, on va calculer son polynôme caractéristique. Attention au 1/6 qui est devant la matrice. Le plus simple, c'est pour éviter de se tromper, c'est probablement de le rentrer à l'intérieur quand même. Et on se rend compte que sur chaque ligne de la matrice, la somme va être égale du coup à 2/6, donc un tiers. Et donc du coup, il y a une opération qui serait intéressante pour le calcul du polynôme caractéristique, c'est de remplacer la colonne 1 par la somme des trois colonnes. Puis, comme il y aura les mêmes coefficients ici, là et là, on pourra le mettre en facteur devant. Et puis faire les opérations, ligne 2 reçoit ligne 2 moins ligne 1, ligne 3 reçoit ligne 3 moins ligne 1, ce qui fera apparaître une colonne 1 avec 1, 0, 0, et on pourra alors développer par rapport à cette colonne, ce qui aura le bon goût de nous donner finalement une matrice qui va arriver de 2, donc un déterminant de 2, et en fait le polynôme de degré 3 qu'on va obtenir sera déjà factorisé, parce que le facteur qu'on aura mis devant sera un premier facteur de ce polynôme de degré 3. Donc en tout cas ici, on trouve ce polynôme caractéristique là, donc sous forme factorisée. Donc les valeurs propres bien sûr sont 1 tiers, 5/6 et 1/6. Ensuite, donc là bien sûr on peut dire que comme il y a trois valeurs propres distinctes, la matrice est diagonalisable. La diagonalisabilité, on pouvait la voir aussi directement en se rendant compte que c'était une matrice symétrique, donc diagonalisable. On vous demande dans une deuxième question de montrer que la famille x1, x2, x3 est une base orthonormée de vecteurs propres de S. Alors il s'agit de vérifier que ce sont bien des vecteurs propres de S déjà, mais pour vérifier que ce sont bien des vecteurs propres de S, il est hors de question de calculer les espaces propres. Ici on vous donne les vecteurs propres, donc il suffit de vérifier que S fois x1 c'est bien égal à un multiple de x1, que S fois x2 c'est un multiple de x2, et que S fois x3 c'est un multiple de x3, parce que bien sûr nos trois vecteurs sont non nuls. Donc c'est ce qu'on va faire, on calcule Sx1, on trouve 1 tiers de x1, Sx2, 1/6 de x2, Sx3, 5/6 de x3. Donc finalement, x1, x2, x3 sont bien des vecteurs propres, ils sont non nuls, hein, associés aux valeurs propres respectives, donc 1 tiers pour x1, 1/6 pour x2 et 5/6 pour x3. Ensuite, pour démontrer que c'est une base orthonormée, donc il y a plusieurs choses à vérifier. Est-ce que ma famille est bien composée de vecteurs normés? Donc on peut calculer la norme de chacun des vecteurs, on va trouver 1, donc la famille est bien normée. Maintenant, est-ce qu'elle est bien orthogonale? On va se servir ici de la symétrie de notre matrice S. Donc le théorème spectral s'applique, elle nous dit que c'est diagonalisable dans une base orthonormée, mais aussi que les espaces propres vont être orthogonaux entre eux. Et donc, comme x1 c'est un vecteur propre associé à la valeur propre 1 tiers, x2 à la valeur propre 1/6, x3 à la valeur propre 5/6, ce sont des éléments respectivement de E1 tiers, E1/6 et E5/6. Et comme ces espaces sont orthogonaux 2 à 2, les vecteurs propres qu'on a trouvés seront orthogonaux 2 à 2. Et donc du coup, on n'a pas de calcul à faire. Alors si on ne veut pas avoir cette preuve théorique, bien sûr, on peut calculer les produits scalaires tout simplement, on peut vérifier que ça fait bien 0 à chaque fois. Donc en tout cas, on a une famille qui est composée de vecteurs orthogonaux. En plus, ces vecteurs-là sont normés. Donc on a une famille qui est orthonormale. En particulier, toute famille orthonormale est libre. Attention, ce n'est pas vrai pour les familles orthogonales. Une famille orthogonale est libre si et seulement si il n'y a pas le vecteur nul dedans. Donc là, en tout cas, elle est orthonormale, donc c'est direct, elle est libre. Et elle est formée de trois éléments de M3 de R, qui est un espace vectoriel de dimension 3. Donc c'est une base de M3 de R, qui est bien sûr orthonormée parce que la famille était orthonormale. Et du coup, elle est aussi formée de vecteurs propres de S, parce qu'on avait vérifié que x1, x2 et x3 étaient des vecteurs propres de S. Donc ensuite, on vous demande de démontrer que la fonction qui a t associée exponentielle lambda it xi est solution du système différentiel x' égale sx. Donc pour ça, on va poser x qui a t associé exponentielle lambda it xi, donc pour un i fixé appartenant à 1, 2, 3. Et en fait, la première chose à faire, c'est de vérifier que x est bien dérivable. Alors pour vous démontrer qu'elle est dérivable, il y a plein de manières de faire les choses. On peut raisonner coordonnée par coordonnée, parce qu'on connaît très bien, par exemple si on le fait avec x1, les coordonnées ce sera 1 sur racine de 3 fois exponentielle lambda 1 t
1 sur racine de 3 exponentielle lambda 1t, 1 sur racine de 3 exponentielle lambda 1t, chacune des coordonnées étant dérivable, l'application x sera dérivable. Enfin, on peut faire plein de choses. En tout cas, moi, ce qui m'intéresse ici, c'est plutôt cette version que je vais utiliser, qui est une version un peu plus théorique, mais qui permettra de justifier proprement le calcul de la dérivée de x. Et donc, pour faire ça, je me dis que, en fait, x, c'est quoi? C'est la fonction qui a t associée exponentielle lambda it, que l'on va composer avec la fonction L, qui a t appartenant à R associée txi. Donc, quand on calcule la composée L rond f de t, on retombe bien sur x de t, pas de problème. Et l'intérêt, c'est que ma fonction f, elle est dérivable. En fait, ici, c'est une fonction de R dans R classique, donc il n'y a aucun problème, ici, elle est dérivable. Et que je la compose avec une application L, et mon application L est une application linéaire. Donc du coup, on avait vu dans le cours sur les fonctions vectorielles que la composée d'une application dérivable par une application linéaire était dérivable, donc pas de problème, ça va être dérivable. Et en plus, on avait dans le cours l'expression de la dérivée qui nous disait que la dérivée de L rond f en A, c'était L de f' de A. Donc ici, on va pouvoir appliquer notre calcul. Et en fait, mon x' de t, qui est donc L rond f' de t, ça va être L de f' de t, c'est-à-dire L de lambda i exponentielle lambda it, donc on dérive f ici. Et donc, on applique la définition de L, donc ça fera lambda i exponentielle lambda it xi. Et en fait, on se rend compte que cette quantité-là, c'est x de t, et donc on en fait bien que x' de t, c'est lambda i x de t. Alors là, on a fait la partie compliquée. Maintenant, il faut vérifier que c'est bien égal à Sx. Donc là, pour tout est dans R, on va calculer Sx de t. Et mon Sx de t, ça fait quoi? Ça fait exponentielle lambda it, qui est un scalaire que je peux passer devant, le produit matriciel. Et j'ai le produit matriciel Sxi. Mais je vous rappelle que xi, c'est un vecteur propre de S associé à la valeur propre lambda i. Donc Sxi va être égal à lambda i xi. Et du coup, je me retrouve avec lambda i que je vais repasser devant, fois exponentielle lambda i t xi, c'est-à-dire lambda i fois x de t. Donc on a bien l'égalité, pour tout est dans R, x' de t égale Sx de t. Donc x est bien une solution du système différentiel x' égale Sx. Alors là, à l'arrivée, quand on regarde ce qu'on a obtenu finalement 3 solutions du système différentiel. Or, mon système différentiel, quand on le regarde, je vais pouvoir lui appliquer le théorème de Cauchy, parce qu'il est de la forme x' égale Sx, et la fonction qui a t associe S, en fait, vu que S ne dépend pas de t, c'est une fonction continue sur R, parce qu'elle est constante. R est un intervalle, je peux appliquer le théorème de Cauchy, qui me dit que l'ensemble des solutions, ici, de ce système différentiel, est un espace vectoriel de dimension 3. Nous, on a trouvé 3 solutions. L'idée, ça va être maintenant de démontrer que ces 3 solutions-là forment une famille libre. Comme ça, on aura la liberté, le bon nombre d'éléments, et on aura donc une base. Donc pour démontrer qu'elle est libre, on va supposer qu'il existe ABC tel que AF plus BG plus CH égale 0. Donc le 0 ici, c'est la fonction nulle. Ce qui veut dire que pour tout est dans R, quand on remplace AF de t, donc A exponentielle lambda 1t x1, plus B g de t, plus C h de t, est égal à 0 de t, qui fera en fait le vecteur colonne nul. Donc ça doit être valable pour tout est dans R. Donc en particulier, on va prendre t égale 0, ce qui est une valeur plutôt agréable ici, parce que les exponentielles vont disparaître, et on va obtenir la relation ax1 plus bx2 plus cx3 égale 0. Et ma famille x1, x2, x3 étant libre, on a démontré en question 2 que c'était une base, on obtient donc que a égale b égale c égale 0. Donc ma famille FGH est libre, elle est composée de 3 éléments de S, qui est un espace vectoriel de dimension 3. Donc du coup, c'est bien une base de S. Donc on a liberté, le bon nombre, c'est une base. Donc voilà pour cette question-là, donc on a trouvé une base de l'ensemble des solutions. Donc du coup, la question d'après, on prend x0 une solution. Mon x0, je vais pouvoir le décomposer dans la base. Et mon x0, il va s'écrire sous la forme alpha, avec la notation que j'ai prise ici, alpha f plus bêta g plus gamma h. Enfin alpha 1 f plus alpha 2g plus alpha 3h. Et du coup, x0 de t, ça fera alpha 1 exponentielle lambda 1 t x1 plus alpha 2 exponentielle lambda 2 t x2, etc. Donc l'expression qui est donnée ici, c'est une expression qui est tout à fait naturelle. On a simplement décomposé x0, qui est une solution, dans la base de l'ensemble des solutions.
Donc derrière, on vous demande de calculer la norme de x0 de t au carré, donc pour tout t dans R. Et en fait, ici, ça va aller plutôt bien, parce qu'on se rend compte que notre x0, pardon, qu'on a écrit ici, x0 de t, on l'a écrit comme une combinaison linéaire de x1 et x2, x3, sachant que x1, x2, x3, c'est une base orthonormée de M31 de R. Donc, comme c'est une base orthonormée de M31 de R, quand on veut calculer la norme de x0 de t, eh ben, ça va être la somme des coordonnées au carré, comme c'est toujours le cas dans une base orthonormée. Donc on fait la somme des trois coordonnées au carré, et on obtient cette expression-là. Bon, enfin, dernière question, on vous demande de démontrer que si on prend x0 une solution non nulle de x' égale à x, alors pour tout a dans 0 plus infini, il existe un unique bêta tel que x0 de bêta égale a. Donc on a vu l'expression de x0 de t, donc x0 de t c'est cette quantité-là, et donc on va poser phi qui à t appartenant à R associe la norme de x0 de t au carré, c'est-à-dire cette quantité-là. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer le théorème de bijection avec la fonction phi, qui est une fonction de R dans R. Donc déjà, phi est dérivable sur R, parce qu'elle l'est, c'est par opération c'est fonction usuelle. On peut calculer sa dérivée, et on obtient que sa dérivée est positive. Pourquoi? Parce que les exponentiels sont positifs, les alpha i sont positifs, enfin, voilà, donc tout ça c'est positif. Et on sait aussi que les lambda 1, lambda 2, lambda 3, qui sont les valeurs propres, sont aussi positives. Et donc du coup, tout est positif, la somme de 3 positifs va être positive. Nous, on veut strictement positif, mais on va l'obtenir parce que x0 est une solution non nulle. Donc quand on la décompose dans la base f, g, h, il y a au moins une des trois coordonnées qui est non nulle. Donc il y a au moins un des alpha i qui est non nul, disons par exemple alpha 1. Et du coup, comme les lambda i et les exponentiels sont aussi non nuls, il y a au moins un terme qui est strictement positif. Les autres étant positifs, la somme va être strictement positive. Donc phi' est strictement positif, ok. Et du coup, elle est strictement croissante, elle est continue sur intervalle R. Donc elle va réaliser une bijection de R sur l'image de R par phi. Donc pour trouver l'image de R par phi, on va calculer les limites en moins l'infini et en plus l'infini. Donc en moins l'infini, je vous rappelle que lambda 1 est positif, donc cette première exponentielle va tendre vers 0, cette deuxième va aussi tendre vers 0, la troisième va aussi tendre vers 0. Donc la limite en moins l'infini de phi de t, ça va être 0. En plus l'infini, pareil, les lambda i sont positifs, donc chacune des exponentielles va tendre vers l'infini. Il y a au moins un des alpha i qui est non nul, donc globalement ça va tendre vers plus infini, parce qu'il y en a au moins un des termes qui va tendre vers plus infini, les autres étant positifs. Donc on a bien limite de phi de t positif égale plus infini. Et donc finalement, j'ai obtenu que phi réalisait une bijection de R sur R plus étoile. Et donc, par définition de bijection, pour tout A strictement positif, donc pour tout A dans l'ensemble d'arrivée, il existe un unique bêta dans l'ensemble de départ, donc dans R, tel que phi de bêta égale A. Et quand on regarde ce que veut dire que phi de bêta égale A, ça veut dire que x0 de bêta, la norme de x0 de bêta au carré est égale à A. Donc on a bien la relation demandée.